Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien par la grâce de Dieu. Je suis Annick Abba, alias la femme atypique, alias la femme de ménage. Bienvenue sur ma chaîne. Sur cette chaîne, je valorise mon métier, je valorise mes congénères, ces hommes et femmes qui exercent deux petits métiers au quotidien pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Je parle d'entrepreneuriat. J'encourage les femmes à se lancer dans l'entrepreneuriat avec deux petits budgets parce que c'est exactement ce que j'avais fait. Je parle des changements que le Seigneur opère dans ma vie depuis que j'ai fait le choix de revenir à lui. Alors si tu es cette femme brisée, méprisée, rabaissée, chosifiée, humiliée, on t'a souvent dit que tu ne veux pas grand-chose, tu en es convaincu. Ta vie aussi entre frustration, dépression, regret, amertume, colère, jalousie. Il t'arrive de noyer tes soucis dans de l'alcool, sache que tu es au bon endroit. Il y a quelques années, j'étais comme toi, peut-être même pire que toi. Je suis issue d'une famille chrétienne, j'ai reçu une éducation assez stricte, mais à mes 23 ans, j'ai fait le choix, excusez-moi, j'ai fait le choix d'abandonner le Seigneur parce que je voulais découvrir autre chose. Je voulais, je voulais vivre comme les jeunes de mon âge. Excusez-moi, je suis en train de copier des fichiers sur mon ordinateur parce que je commence à avoir un problème d'espace. Et cela dure environ 12 à 13 ans jusqu'à ce que je devienne maman. Et là, je me suis dit, Annick, tu ne peux pas élever ton enfant en menant une vie aussi tumultueuse. Tu ne peux pas élever ton enfant en étant une femme toxique parce que oui, j'étais devenue une femme toxique. Je suis allée chercher des solutions. J'ai recommencé à lire, j'écoute des livres audio, je suis des formations. Je me suis abonnée à toutes les chaînes YouTube qui pouvaient me permettre de m'améliorer. Je me suis abonnée à toutes les pages Facebook qui pouvaient me permettre d'atteindre mes objectifs. Je suis des formations, je regarde des podcasts, vraiment je prends tout ce qui est en mesure de me permettre de m'améliorer. Et bien sûr, je me suis imposé une discipline et j'ai associé tout cela à une vie de prière. Alors, si tu veux donner une autre orientation à ta vie, je ne te dis pas qu'il suffit de faire ça. Non. Identifie tes problèmes, fixe-toi des objectifs et impose-toi une discipline. Si ça a pu marcher pour moi, assurément, ça marchera aussi pour toi. Aujourd'hui, j'ai 3 thèmes à aborder. Je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire. Le tribalisme, cette histoire de coach et les faux pasteurs. Peut-être que comme j'ai déjà commencé à en parler sur le TikTok, je vais peut-être prendre les vidéos de TikTok et puis je vais les poster sur YouTube. Ça sera peut-être plus facile. Comme ça, je ne vais aborder que les 2 thèmes restants. Alors, le tribalisme. Hier, j'étais en vadrouille sur Facebook et je suis tombée sur... c'est depuis le début de la semaine parce qu'au Cameroun, il y a eu un jeune, je crois qu'il était influenceur, un certain Samy, qui est décédé et donc il est décédé à l'hôpital, mais c'est suite à un accident parce il a eu un accident, enfin il aurait eu un accident. Et ensuite, d'après les informations que j'ai pu avoir sur Facebook, l'a transféré à Yaoundé, ici là-bas, suite à une opération qu'il est décédé. Donc après, je vois des vidéos. Au début, bon, je me suis dit c'est dommage, un autre jeune qui est parti. Mais quand je vais sur Facebook vite fait, je tombe sur des vidéos, je tombe sur des directs où les gens sont en train de dire que c'est une certaine Karimo qui serait responsable. Donc forcément, ça m'intrigue, je m'intéresse un peu plus et je me rends compte que ça va dans tous les sens. Il y a déjà 2 camps. Il y a un camp qui dit que cette dame serait responsable et il y a un autre camp qui dit que les personnes qui sont contre elle sont jalouses et on voudrait la faire tomber parce que cette dame-là, elle a une marque de produits cosmétiques qui est très connue. C'est une dame qui a fait fortune justement dans la cosmétique. Et puis je regarde des vidéos, parfois c'est des découpages, des discrets de vidéos, et ça commence à m'intriguer. Et hier, je suis tombée sur environ 5 vidéos qui parlaient maintenant, c'est devenu une histoire de tribalisme. Alors, il faut savoir qu'au Cameroun, il y a on va dire trois grands blocs. Vous avez tous ceux qui sont ressortissants du Nord Cameroun, on les appelle trivialement les nordistes. Ensuite, vous avez tous ceux qui sont ressortissants de l'Ouest, on les appelle trivialement les Bamileke. Et puis vous avez tous ceux qui sont tout le bloc qui est du centre, centre-sud,
On les appelle trivialement les Betty ou encore la grande famille Ikan. Alors, il y a environ, je sais pas, peut-être 4 à 5 mois, peut-être moins, il y a un monsieur, un homme d'affaires au Cameroun, monsieur Amougou Belinga. Donc lui, il est originaire de le grand bloc Ikan. Donc il est Ewono. Et en même temps, il avait un titre honorifique, il est Zomlois. Alors Zomlois, c'est, enfin, je pense que c'est un chef, ou pas forcément un chef, mais en tout cas c'est un titre honorifique pour dire que je crois qu'il est un dignitaire ou je sais pas comment je peux appeler ça, mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas chef. Parce que pour être chef, c'est quelque chose qui va de père en fils. Ça se transmet de père en fils. C'est un peu comme le. C'est la notabilité en fait. C'est un peu comme les rois, ça se transmet de père en fils. Donc je pense pas qu'il soit chef. Un Zomlois, je pense que c'est peut-être un gardien de la tradition. Euh, je connais pas exactement la cosmogonie de la grande famille quand, mais je sais que c'est ça. Il doit être gardien. C'est un titre honorifique. C'est quelque chose, je crois qu'on désigne, c'est pas un truc qu'on est avec notabilité autre. Donc il a également ce titre honorifique là. Il a des médias, des chaînes de télévision, les radios. Vraiment, c'est un homme d'affaires. Alors, il a été mêlé à une histoire d'assassinat de feu. Comment il s'appelait encore, Martinez Zogo. Donc ça fait un grand tollé au Cameroun et même beaucoup de presse des autres pays, des presses internationales en ont parlé. Il y a même eu des émissions, je crois, sur France 24 ou sur TV5, je ne sais plus trop, mais en tout cas, ça a vraiment fait grand tollé parce que le monsieur a été froidement, mais d'après ce qu'on disait, ça a été vraiment inhumain ce qu'il a subi. Et donc on disait que Amouk Belinga serait mêlé à cette histoire, que ce serait lui le commanditaire. Ça a vraiment été compliqué, on l'a mis en arrêt, enfin il est toujours mis en arrêt. Il y a eu ses employés, son épouse, l'époux de ses employés. C'était vraiment une histoire très compliquée, très difficile. Vous savez, pendant quelques semaines, j'étais en froid entre les Camerounais au Cameroun. C'était la psychose, la dépression, parce qu'après Martinez, il y a eu un autre qui a aussi été assassiné, un journaliste aussi, euh, ou animateur, je ne sais plus. C'était vraiment une histoire très sombre, très difficile, très triste. Ce qui fait que même à l'extérieur, moi par exemple, je n'étais pas au Cameroun, mais je ressentais, les gens n'osaient pas en parler, on disait que les gens étaient mis sur écoute, c'était vraiment compliqué. Alors, ce monsieur-là, il est toujours mis en arrêt. Il y avait des gens qui faisaient des directs. Il y a eu, comme je le dis, ça a vraiment secoué la toile camerounaise. Des gens qui faisaient des directs pour dire qu'il fallait qu'il soit arrêté parce qu'il aurait été soutenu par les fonds publics. Ça allait dans tous les sens. À un moment même, c'était devenu une histoire des Bamileke contre les écans. Ça allait dans tous les sens. Il y avait des directs. Moi, à cette période-là, je ne voulais pas aller sur Facebook parce que quand on y allait, c'était des guéguerres, c'était l'alimentation du tribalisme. Et moi, ça me faisait très mal. C'est des choses, comme je vous dis souvent, il faut éviter de vous exposer à certaines choses. Si vous sentez que vous êtes faible, si vous sentez que vous êtes fragile. Moi, je suis quelqu'un de très fragile et je peux tomber sur un truc qui va me gâcher toute ma journée. Je suis comme ça. Je ne suis pas insensible à certaines choses. Et comme je sais que je suis comme ça, moi, j'évite toujours de voir, d'être exposée ou d'être en contact de certaines situations parce que je me connais, je sais que ça va m'affecter. Donc, pendant cette période-là, je n'allais plus sur Facebook. J'évitais vraiment Facebook. Parfois, c'est à ma sœur que je posais des questions, elle me disait vite fait, et puis voilà. Alors, aujourd'hui, il se trouve que il y a déjà encore deux blocs. Il y a le bloc des Bamileke et puis il y a le bloc des Écans. Alors, d'après ce que j'ai suivi hier, il se dit que tous les Bamileke se sont formés en bloc pour protéger ces dames. Comme elle est, Karine, elle est ressortissante de l'Ouest Cameroun, donc elle est Bamileke. Et vous avez maintenant l'autre bloc des écans qui sont en train de dire que oui, comme euh, les Bamileke ont fait tomber Amougou Belinga, nous aussi on doit faire tomber Karine Mungwe, parce qu'elle est ressortissante de l'Ouest, elle est Bamileke. Et ça m'a fait mal. J'en parle parce que c'est en adéquation avec ce que je décris déjà dans mes vidéos. Parce que quand je demande à notre communauté de se réveiller, quand j'invite notre communauté à éviter enfin sortir de la médiocrité. En fait, pour
moi, la médiocrité, ça n'a rien à voir avec le statut financier, ça n'a rien à voir avec le statut social. Moi, quand je parle de médiocrité, c'est que les gens ne font pas ce qu'ils doivent faire quand ils doivent le faire. Les gens sont toujours en train de s'attarder à des futilités. Les gens sont toujours en train d'alimenter des choses qui font en sorte que nous soyons toujours les derniers de la classe. Voilà un pays comme le Cameroun qui compte plus de 260 ou 270 ethnies ou tribus, autant de langues. C'est-à-dire qu'on a des problèmes internes qui sont très très importants, qui sont très graves. Et vous vous retrouvez maintenant dans une histoire où on va dire que dans un pays comme le Cameroun, avec tous les problèmes que ce pays-là rencontre déjà, toutes les difficultés que ce pays-là rencontre déjà. Et on va se retrouver dans une histoire où la justice ne sera plus libre, où la justice ne pourra plus faire son travail. Parce que pour peu qu'une personne soit de telle ethnie, qu'une personne soit de telle... Est-ce que c'est comme ça qu'on peut gérer un pays? Est-ce que c'est comme ça qu'on va s'en sortir? Est-ce que c'est comme ça qu'on va s'en sortir? Donc quand je fais des vidéos, c'est pour inviter les hommes, une fois de plus, même si les femmes aussi, d'ailleurs la dame qui parlait, c'était une dame, c'était, enfin, le direct sur, d'hier, c'était une dame qui parlait. Mais pour le moment, je continue à parler aux hommes. Comment est-ce qu'on va s'en sortir? Parce que j'entends que c'est, on disait que c'était un employé, un homme de banque qui a monté une vidéo. Il y aurait une vidéo montée où ce n'était pas le véritable accident, machin. Ça va dans tous les sens. Voilà un pays comme le Cameroun où les problèmes viennent se régler sur Facebook. C'est-à-dire, au Cameroun, par exemple, les documents administratifs se retrouvent sur Facebook. Parfois, Paul Biya doit voyager. Je ne sais pas, il envoie une note, une circulaire, je ne sais pas, à ses collaborateurs. Ça se retrouve sur Facebook. Les certificats médicaux se retrouvent sur Facebook. Les résultats des autopsies se retrouvent sur Facebook. Les ordonnances des gens se retrouvent sur... C'est-à-dire que ça va dans tous les sens. Et comme je vous dis, c'est comme un puzzle. C'est-à-dire c'est des différentes pièces, ces différentes pièces qui font en sorte que ce soit le Cameroun ou même les autres pays de l'Afrique soient dans les mêmes situations. Alors, peut-être que les autres pays d'Afrique ne sont pas encore arrivés au même niveau que le Cameroun. Un pays comme le Sénégal, je sais que là-bas, l'ethnie majoritaire, c'est les Wolofs. Donc, ce qui fait que maintenant, tout le pays parle Wolof. Vous avez également les Sérères, vous avez les Djoula, vous avez les Peuls. Vous avez quoi d'autre? Je crois qu'il doit y en avoir 5 ou 6 au Sénégal. Mais c'est au Sénégal, par exemple, les Sénégalais n'ont pas ces histoires-là Ils ont un problème de caste au Sénégal, c'est vrai. Mais vous n'allez pas vous retrouver un pays comme le Sénégal où oui, oui, c'est parce que c'est un Wolof que ceci est monté, oui, c'est parce que c'est un Djoula que telle chose est arrivée, oui, parce que c'est un Sérère, oui, parce que c'est un Peul. Non, non, ils sont Sénégalais et c'est point. On va pas chercher, non, est-ce que tu es Peul, est-ce que tu es Djoula, est-ce que... Non. Donc, je peux dire qu'au Sénégal, par exemple, il n'y a pas le même problème de tribalisme qu'au Cameroun. Dans les autres pays, comme la Côte d'Ivoire, je sais aussi qu'en Côte d'Ivoire, il y a par exemple euh, les Djoula. On parle souvent beaucoup des Djoula. Euh, et puis je connais pas les autres, mais je sais qu'il y a les Djoula. On se moque souvent des Djoula. Donc je suis sûre aussi qu'en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup d'ennemis, mais je ne sais pas si en Côte d'Ivoire aussi c'est comme au Cameroun, c'est-à-dire oui, ah non, je suis de telle heure, je suis ressortissant de tel coin, machin truc. Non, je favorise les personnes de mon village. Au Cameroun, ça devient un sérieux problème. C'est-à-dire, je ne sais pas les mesures que le gouvernement camerounais, je ne sais pas les mesures fortes parce que je sais qu'ils ont dernièrement voté une loi justement allant dans ce sens-là qu'on va commencer à... ça va être pénalisé les histoires de l'incitation au tribalisme et autres. Mais je ne sais pas si c'est vraiment appliqué dans les faits. Je ne sais pas comment les gens peuvent s'amuser à alimenter le tribalisme comme ça, en toute impunité. Si il s'avère que ce monsieur Amouk Belingala est vraiment impliqué dans cette histoire, pourquoi est-ce qu'on n'a pas laissé la justice faire son travail? Ou, je vous assure, sur Facebook, c'était la pluie des directs. Et c'est tout le monde qui était devenu expert. C'est tout le monde qui avait les preuves. C'est tout le monde qui avait les meilleures informations. C'est tout le monde qui savait comment étaient menées les enquêtes. C'est tout le monde. C'est-à-dire, c'est sur Facebook parfois même, il y avait même des personnes qui n'étaient pas au Cameroun, mais qui vous donnaient des informations comme si elles y étaient. Il y avait des personnes qui, ça fait des années qu'elles ne sont plus parties au Cameroun, mais quand elles faisaient des directs, on aurait cru qu'elles étaient présentes au moment des faits.
Et c'est comme ça qu'ils manipulent les gens. Parce qu'il faut savoir que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de personnes qui sont manipulées. Moi-même, à une époque, quand je connaissais, j'en ai déjà parlé, quand je ne savais pas encore l'histoire de Filk, quand je pensais encore que les choses que je voyais sur Facebook, c'était la réalité, je commençais à être offusquée parce que moi, je voyais tout le monde était riche, tout le monde était beau, tout le monde était célèbre, tout le monde... Et moi, je voyais ma petite vie, je me disais, mais non, moi, je suis en retard et ça commençait à me frustrer. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de manipulations sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de fake news. Et il y a des personnes donc qui croient parfois bêtement aux choses qu'ils voient sur les réseaux sociaux. Donc quand une personne qui a des abonnés, qui a des followers vient lancer en direct et commence à dire des choses, forcément on va se dire que, comme il a beaucoup de followers, comme il a beaucoup d'abonnés, il a beaucoup de likes, il a beaucoup de vues, forcément ce qu'il dit est vrai, alors que ce n'est pas toujours le cas. Alors, comment est-ce que dans un pays, la justice ne peut plus être, on ne peut plus respecter la justice, on ne peut plus respecter la loi parce que, comme ils ont fait tomber Amugubulinga, il faut aussi qu'ils fassent tomber Karim Mungwe, ou encore comme Amugubulinga était le seul homme d'affaires des écans. Il fallait qu'on le fasse tomber pour laisser place aux Bamileke parce que oui, ce sont les Bamileke qui doivent contrôler le pouvoir économique. C'est-à-dire, des choses se disent, mais à un moment, tu te dis, mais Seigneur. Et ça alimente le tribalisme. À un moment, je me souviens ici en France, après les élections de 2018, tellement ça, il y avait eu une montée de tribalisme que les Camerounais ont commencé à se méfier. Et il y a eu un climat de méfiance s'est installé entre les Camerounais où c'était la psychose. On a commencé à avoir peur les uns des autres, alors qu'avant, avant les élections de 2018, les Camerounais, c'était bonne ambiance. Moi, par exemple, j'ai été étudiante, j'avais mes colocataires. C'était un mélange. Il y avait les Bamileke, il y avait les Bétis, il y avait les Bassa. Et on était Camerounais et on était bien, il n'y avait pas de différence. Et je vous assure, c'était c'était beau. Moi, par exemple, dans l'appartement, on ne fermait pas nos portes. On ne fermait pas nos portes, on en avait tellement, on se faisait confiance. Il n'y avait jamais eu un problème de vol, il n'y avait jamais eu un problème. Parfois même, c'était du genre, je finis de cuisiner, une personne pouvait venir se servir, ou une personne finit de cuisiner, je pouvais aller me servir. C'était une famille, on était bien. Et moi, je me souviens même à un moment, quand je devais partir il y a eu mon colocataire qui est Bamileke, il est Bamileke de père et Douala de maman. Marcel, d'ailleurs, je vais le citer, on a gardé de très bonnes relations. D'ailleurs, c'est lui qui m'avait aidé à recommencer à m'intéresser à la cuisine. Des personnes charmantes, des personnes mais formidables. Donc, moi, je sais pas, quand j'étais même enfant, j'avais des camarades, on était Bamileke et Betty, ou alors la grande famille, quand vous retrouvez les boulots, les, les, euh, les Eton, les Ewondo, les Fans. Et puis il y avait les nordistes, c'était un mélange. Et il n'y avait pas des histoires de oui, moi je suis de telle tribu, moi je suis de telle tribu. On s'entendait comme ça. Mais je ne comprends pas ce qui se passe aujourd'hui avec cette montée de tribalisme où maintenant les Camerounais ne s'entendent plus. Et ça ne fait que s'empirer. Est-ce qu'on peut diriger un pays comme ça? Est-ce que je sais pas, des compatriotes, je sais pas où est-ce qu'on va avec tous les problèmes que nous avons déjà. Si on doit encore se retrouver dans une histoire où on va alimenter le pluralisme, où on va se regarder en champ de faïence, où la justice ne pourra plus être respectée parce que, comme on a fait tomber un nordiste, il faut maintenant, c'est autour des Bassa de tomber, c'est autour de Douala de tomber, c'est autour je sais pas, de, enfin, ceux qui sont du nord-est, on appelle le Nozo, c'est-à-dire les Baminda et tout le reste, c'est autour de Dombé, c'est autour des Sawa. Est-ce que c'est comme ça? Est-ce qu'on va s'en sortir en faisant ça? Comme on a nommé un ministre. Je termine s'il te plaît. Comme on a nommé un ministre. Parfois même, quand il y a des nominations, on compte le nombre de ministres. Il y a tant de ministres Bamileke. Il y a tant de ministres Sawa. Il y a tant de ministres Ekan. Il y a tant de ministres nordistes. Cette fois-ci, il n'y a pas beaucoup de ministres Bamileke. Il n'y a pas beaucoup de ministres nordistes. On a oublié. Au lieu de nommer des personnes qui sont compétentes, au lieu de nommer des personnes qui vont apporter une plus-value, qui vont apporter leur savoir-faire, qui vont mettre leurs compétences à contribution, c'est des histoires de non. On n'a pas nommé les Bamileke. On n'a pas nommé les Bétis. On n'a pas nommé les Étoiles. On n'a pas nommé les Sawa. On n'a pas nommé.
Et c'est en train de... en fait, c'est en train de se métastaser. C'est en train de se métastaser. Et moi, je regarde ça. Je regarde nos enfants. Je regarde nos jeunes. Et je me dis, Seigneur, où est-ce qu'on va? Si cette madame Karim Mongwe est vraiment impliquée dans cette histoire, mais laissez la justice faire son travail, et si elle est impliquée, s'il y a des preuves qui sont irréfutables qu'elle est impliquée, mais elle ira en prison. Aussi simple que ça. Si ce monsieur Amougou Belinga, je pense on mène encore des enquêtes, si il s'avère qu'il est impliqué dans cette histoire, mais il va aller en prison. Aussi simple que ça. Et quand ça sera, je sais pas, un nordiste, quand ça sera un bassa, quand ça sera un bafia, j'en sais trop rien, un ewondo, un eton, un boulot, je sais pas, un douala, un tchan, un bakoko, peu importe, quand ça sera, pour peu que tu sois coupable, tu dois aller en prison. Ça ne doit pas devenir une histoire d'ethnie, ça ne doit pas devenir une histoire de tribu parce que on est en train de fabriquer un truc au Cameroun qui va finir par exploser. Et je ne sais pas si les personnes qui font des directs, qui doivent plutôt tenir des discours pour apaiser, qui doivent tenir des discours pour dire non. Si cette femme est impliquée, elle va être jugée, tout simplement. Laissez la justice faire son travail. Ça devient une histoire de... Vous voyez des gens ah oui, qui insultent les Bassa, qui insultent les Douala, qui... Au Cameroun, c'est devenu, mais je vous assure, parfois je regarde ça, je me dis, Seigneur. Et ça rejoint ce que je dis ici tout le temps quand je fais mes vidéos pour dire où est-ce que le peuple noir va. Est-ce que c'est aussi les Occidentaux qui nous demandent de faire ça? Est-ce que c'est de la faute de la colonisation si aujourd'hui on ne peut pas s'asseoir, moi je suis de telle ethnie, l'autre est de telle ethnie, et on regarde les compétences des gens et on fait les choses pour faire avancer notre pays? Je vais finir par là. Il y a environ 2 semaines, j'ai embauché une dame. Non, pas 2 semaines, ça va peut-être à 3 semaines. J'ai embauché une dame. Elle est ce qu'on dit au Cameroun, de mon village, mais vraiment de ma soeur du village. Alors, je le dis, je me base son nom, son patronyme. Mais heureusement d'ailleurs, ça tend un peu à disparaître au Cameroun parce qu'aujourd'hui, vous pouvez voir une personne qui a un nom d'un ressortissant du Nord, mais quand vous allez creuser, vous allez voir peut-être que c'est son grand-père, mais que lui-même, il est métissé, mais peut-être de la deuxième ou de la troisième génération. Et il faudrait même qu'il y ait de plus en plus de mariages mixtes, parce que ce n'est que la solution pour résoudre le problème du tribalisme au Cameroun. Mais bon, il y a encore des réticences, je vais faire une vidéo là-dessus pour parler des conséquences du tribalisme toujours, mais ça sera pour en ce qui concerne les mariages, parce qu'il y a une dame qui m'a raconté une histoire qui est très triste. Donc, aujourd'hui, au Cameroun, je disais, avec ces histoires de patronymes, euh, on n'est plus très sûr que les gens soient vraiment ton frère ou ta soeur du village, mais bon, ça tend à disparaître, mais ça existe encore. Donc, je le dis quand même avec des réserves que c'est ma soeur du village, mais je n'ai pas la certitude parce que je n'ai pas vérifié. Alors, la dame, je l'ai embauchée. Je l'ai embauchée comment? Parce que c'est son compagnon que j'ai embauché et... sauf que le monsieur... euh, enfin, il est un peu handicapé, il a des problèmes. Et donc, par exemple, il m'a dit qu'il a peur de prendre les transports, qu'il avait peur d'aller travailler seul, il voulait travailler en binôme, donc je lui ai dit ok. En attendant que j'ai une mission qui pourrait te correspondre, vous allez attendre. Donc, c'était parti comme ça. Et puis un jour, il m'appelle, presque en pleurs, parce qu'il devait aller travailler le lendemain. J'ai essayé de l'avoir, je n'ai pas pu. Finalement, il m'appelle, il me dit oui, depuis ce matin, je suis dehors, ma compagne m'a mis dehors, machin, il m'explique un peu sa situation. Malheureusement, je ne pouvais pas l'aider. Donc j'ai essayé de lui donner des conseils. Il me dit voilà, il était vraiment dans une situation difficile. Donc j'ai essayé de lui donner des conseils. Le lendemain, c'est lui qui me rappelle encore. Sauf que cette fois-ci, il me dit oui, que sa compagne voudrait me parler. Je dis ok. Donc je lui parle et elle me dit non, elle est intéressée, qu'elle aussi elle veut travailler. Donc je lui dis ok, je lui explique, je lui pose des questions, on fait un entretien d'embauche vite fait là. Elle m'envoie ses documents. Et je lui dis, ok, je vais d'abord vous tester. Parce que puisque elle m'a dit qu'elle a eu à travailler dans un hôtel, elle m'a envoyé son CV. Et donc je lui ai d'abord fait passer un entretien téléphonique. Et ensuite, je l'ai convoqué, je les ai rencontrés tous les deux. Elle m'a apporté son CV. Et quand je regardais son CV, il n'y avait pas d'expérience qu'elle avait travaillé à l'hôtel. Et là, elle me dit non, c'est parce que j'ai fait un CV de compétences. Parce qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs types de CV. Il y a les CV où vous mettez tout ce que vous avez eu à faire et puis il y a les CV de compétences. Si vous postulez par exemple pour un poste pour être infirmière, vous n'allez mettre qu'en avant
les compétences qui sont en rapport avec ce métier-là. Et non, ce que vous avez eu à faire autre chose, vous ne mettez pas. C'est pour ne pas étoffer le CV, pour ne pas qu'il aille dans tous les sens. Donc elle me dit qu'effectivement, c'est pour ça elle n'a pas actualisé son CV. C'était tout à fait plausible. Alors, moi-même, j'ai des CV comme ça où je ne fais pas allusion aux autres choses que j'ai eu à faire. Donc je lui dis, ok, vous irez dans les appartements meublés, parce que là-bas, euh, même si vous ne travaillez pas bien, moi je serai là pour venir vérifier. Et s'il y a des choses à améliorer, on va le faire ensemble. Je ne peux pas vous envoyer chez les clients. Donc on est parti sur cette base-là. Et elle a eu à faire, je crois, 2 ou 3 missions. Et je l'ai testé quand elle a eu à faire ses missions Airbnb, je l'ai testé chez un client. Et le client m'a dit qu'il était satisfait. Je lui ai dit, ah, bah, tant mieux, elle s'est améliorée. Elle me donnait vraiment l'impression d'être motivée. D'accord. Et un autre jour, je l'envoie chez une autre cliente. Et là, c'était pour une mission de fin de chantier. Vous savez, enfin, pas non, pas fin, d'état de lieu. Vous savez, il y a des personnes, quand ils déménagent, les locataires, ils ne laissent pas toujours la maison propre. Et donc, pour que le nouvel occupant puisse occuper la maison, il faut faire un grand ménage. Et donc, on intervient aussi dans ce sens-là. Et c'est ce qu'elle devait faire. C'était un appartement de 40 mètres carrés. Donc, la cliente m'avait dit qu'il n'y avait pas grand-chose à faire parce que euh, les locataires, en partant, ils avaient fait le ménage. Mais bon, il y avait encore 2 ou 3 trucs à faire pour que ce soit bien propre. Donc, c'est ce qu'elle devait faire. C'était une mission de 3 heures. Donc, la veille, je lui rappelle encore la mission. Elle me dit, oui, c'est bon, je vais y aller. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Honnêtement, je ne sais pas parce que le jour de la mission, la cliente m'appelle. Elle me dit, mais oui, votre salariée, elle n'est pas venue. Et pourtant, tout à l'heure, elle m'a dit qu'elle était en train d'arriver, qu'elle sera là dans 5 minutes. Mais depuis, je l'appelle, elle ne décroche plus son téléphone. Je tombe directement sur sa messagerie et ça commence à m'inquiéter parce que j'espère qu'il ne lui est rien arrivé. De mon tour, je lui dis, ok madame, je vous rappelle, je vais essayer de l'avoir et je vous reviens. J'essaye de l'appeler, je tombe sur son répondeur. J'essaye de l'appeler, je tombe sur son répondeur. J'essaye d'appeler son compagnon, je tombe sur le répondeur. Je rappelle la cliente, je lui explique la situation, elle me dit, ok, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Je propose, je trouve une solution à la cliente, je lui dis, ok, est-ce que c'est possible qu'on intervienne demain? Elle me dit oui. Je compte aménager mardi, vendredi, donc il y a encore une marche, on était mercredi. Donc jeudi, j'ai envoyé quelqu'un d'autre et voilà, la personne a intervenu et heureusement, on a pu rattraper le coup. Ma soeur du village en question, c'est 3 jours après que j'ai eu de ces nouvelles. Et vous savez comment elle m'a contacté? Elle m'envoie un SMS pour me dire, ouais, tu vas me payer quand pour mes heures de travail, les heures que j'ai eu à travailler. Je vous raconte ça pour vous dire que parfois, quand vous pensez que non, c'est ma soeur du village, machin truc, c'est même elle qui va vous créer des problèmes. Alors que parfois la personne, j'ai aussi 2 autres salariés, ce sont des étudiantes qui sont camerounaises aussi, euh, mais je vais pas vous donner d'où elles sont ressortissantes. Et ça se passe bien avec ces petites-là. Elles sont jeunes, elles sont des étudiantes, elles le font pour avoir un peu d'argent de poche, mais elles sont très sérieuses et très motivées. Ces petites-là elles ne sont pas mes sœurs du village. D'ailleurs, quand je suis avec elles, c'est vraiment professionnel, il n'y a aucune familiarité, je ne commence pas à leur poser des questions, ouais, machin, truc, vous êtes. J'ai eu à le faire, mais sans plus vraiment pour savoir. C'est quand même mes compatriotes, je ne vais pas faire non plus comme si elles étaient des extraterrestres, mais ça reste strictement professionnel. Et heureusement que c'est la même attitude que j'avais eue avec cette dame-là, c'est-à-dire je suis restée professionnelle avec elle, même quand j'avais su qu'elle avait un nom, un patronyme des ressortissants de mon ethnie. Tout ça pour vous dire quoi? Les personnes qui alimentent le tribalisme, les personnes qui sont toujours en train de dire oui, ma sœur du village, parfois c'est la personne qui est votre sœur du village qui peut vous créer de sérieux problèmes. Et ces dames-là, bien sûr, elle m'a laissé un plan comme ça. Et quand elle m'a renvoyé l'uniforme, bien sûr, elle ne prenait plus le téléphone, c'était son compagnon qui était maintenant devenu l'intermédiaire. C'est lui qui avait commencé à me mettre la pression pour me dire quand est-ce qu'ils allaient être payés, machin, parce qu'ils avaient travaillé ensemble en binôme dans un appartement meublé. Donc, je lui ai dit qu'il faut qu'il me ramène l'uniforme de la tenue de travail. Et elle me ramène la tenue de travail avec plein de taches de javel, alors que ça faisait même pas une semaine qu'elle avait travaillé. Et donc, je lui ai dit, je vous ai remis un uniforme en bon état. On va devoir en acheter un autre dont vous allez me rembourser cet argent-là. Parce que je lui ai dit, il est hors de question que je fasse des cadeaux. J'ai été très gentille avec vous. J'ai compris votre problème. C'est vraiment un couple. C'est un couple
de cas sociaux, ils sont assistés par la CAF machin, son compagnon reçoit une aide d'allocation. Voilà, c'est des personnes comme ça. Enfin, c'est vraiment une parenthèse. C'est des personnes qui sont assistées par l'État français, des personnes qui ne veulent pas aller travailler, qui n'ont aucune motivation. Dès qu'elle a fait 2 ou 3 missions, hop, elle a trouvé que c'était trop difficile. Il est plus facile pour elle de rentrer chez elle. Et je tiens à vous préciser que cette dame-là, quand elle m'avait envoyé les documents, elle ne paye même pas 200 euros de loyer. Bien sûr, c'est des personnes qui travaillent durement, qui supportent les charges de ces personnes-là. Donc, elle et son compagnon reçoivent environ, je sais pas, un peu plus de 1000 euros. Qu'est-ce que je raconte? Lui, il reçoit 900 euros. Elle, déjà, euh, elle reçoit les aides pour son appartement. En tout cas, c'est en couple d'assister. Mais c'est quand même ma soeur du village qui m'a créé des problèmes avec eux, qui a failli me créer des problèmes. Heureusement que c'était une cliente compréhensive qui a compris. Elle m'a dit: je comprends, c'est des choses qui peuvent arriver. Ma soeur du village. Alors vous qui alimentez le tribalisme, vous qui pensez que c'est comme ça qu'on va construire le Cameroun avec les histoires de ma soeur du village, mon frère du village, machin truc, vous êtes en train de vous tirer une balle dans le pied parce que quand le feu, parce que ce qui va finir, c'est qu'à un moment, il y aura une guerre civile au Cameroun. Ce qui est en train de se passer au Nozo, ça risque de se répandre au Cameroun si on ne fait pas attention. C'est-à-dire, et quand je dis nous, je m'inclus là-dedans. Il faut que chaque Camerounais comprenne qu'il est en train de participer d'une manière ou d'une autre au tribalisme au Cameroun. Même ceux qui sont passifs, qui ne disent rien, vous êtes en train de participer parce que vous ne dénoncez pas. Vous devez commencer à signaler ces pages-là, les personnes qui sont en train d'alimenter le, 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 le tribalisme. Et l'État doit prendre des mesures sévères, c'est-à-dire ces personnes-là, si on ne peut pas les atteindre parce qu'elles sont en Occident, il faut qu'on commence à atteindre même leur famille. Vous allez me dire que oui, mais ce n'est pas la loi, mais il faut qu'on commence à sévir. Parce que sinon, le Cameroun est bord sur le point de s'enflammer. Comment est-ce qu'on peut en arriver là au point où oui, on ne touche pas machin parce que comme on a touché l'autre, il faut qu'on fasse aussi tomber l'autre. Ou encore oui, il faut qu'on fasse absolument tomber. Moi, je suis tombée sur des directs où des gens diraient qu'il fallait absolument qu'on fasse tomber à Mugoblinga parce qu'il est arrogant, parce que quel homme d'affaires au Cameroun n'est pas soutenu par l'État? D'ailleurs, même pour prospérer dans un État, dans un pays, il faut que l'État puisse te soutenir parce que euh, c'est l'État qui fait et qui défait les hommes d'affaires. D'une manière ou d'une autre, c'est l'État qui délivre les agréments, c'est l'État qui délivre les autorisations. Donc si un État n'est pas avec toi, si un gouvernement n'est pas avec toi, tu ne peux pas prospérer à un certain niveau quand tu es homme d'affaires. Tu vas devoir aller solliciter les aides pour des subventions, aller demander des aides pour qu'on on t'accorde des allègements en termes des droits de douane, au niveau de la fiscalité, pour que tu payes moins d'impôts. Peut-être tu vas aller dire que, ok, est-ce que pendant 1 ou 2 ans, je dois payer moins d'impôts parce que je vais créer des emplois? Qui peut devenir homme d'affaires à un certain niveau dans un pays sans